Alors, nous recevons aujourd'hui l'Association des familles des personnes assassinées et disparues et Enfants Retour. Madame Roy qui dirige le premier organisme et Madame Arcamonet qui dirige le deuxième. Alors, bienvenue, mesdames. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je m'appelle Bernard Sévigny, je suis le coordonnateur du comité consultatif sur la réalité policière. Je vous présente très rapidement les membres, Madame Nicole Gibault, qui est avec nous, et Mme Marlene Jennings. Bonjour. Monsieur Louis Côté. Bonjour. Et Monsieur Alexandre Matte. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, nous avons reçu votre mémoire. Évidemment, les membres en ont pris connaissance. Simplement rappeler quelques consignes. Vous avez une dizaine de minutes pour exposer le fruit de votre réflexion, donc le contenu, et une période des membres du comité pour approfondir un certain nombre de dimensions de votre mémoire. Cela dit, l'enregistrement est commencé. Si vous voulez prendre la parole, simplement activez la fonctionnalité de lever la main. Alors, cela dit, Madame Roy, je vous laisse la parole et par la suite, Madame Arcamonet, et vous pourrez par la suite entreprendre la présentation. Madame Roy, c'est à vous. On a inversé les rôles. C'est Madame Arcamon qui va commencer et je vais terminer. Allez-y. Monsieur Arcamon, allez-y. Merci beaucoup, Nancy. Merci. Alors, au nom du Réseau Enfants Retour et de l'Association des familles de personnes assassinées disparues, nous vous remercions de l'invitation à prendre part aux présentes audiences publiques. Nous sommes convaincus qu'elles seront valorisées, les expertises développées par tous les acteurs qui collaborent avec le milieu policier et judiciaire et qu'elles contribueront à la mise en œuvre de meilleures pratiques. Donc, nous estimons nécessaire de vous sensibiliser à l'importance des actions communautaires que nos organismes accomplissent dans le quotidien auprès des familles qui sont précipitées dans un drame qui les afflige sans qu'elles soient préparées à cette grave réalité. Et nous sommes aussi persuadés qu'une meilleure connaissance et reconnaissance de nos pratiques contribuerait de manière significative aux impacts reliés à ces drames et à leur dénouement. Donc, tout brièvement, le Réseau Enfants Retour est en opération depuis plus de 35 ans. On est le seul organisme au Québec qui vient en aide aux familles dont l'enfant est porté disparu, qu'il s'agit d'un enlèvement criminel, un enlèvement par un membre de la famille ou fugue. À travers ces années, on a tissé des liens solides avec les corps de police, les agences gouvernementales, les services sociaux ainsi que les médias. Et ce partenariat nous a permis de retrouver 1670 jeunes et de les ramener auprès de et évidemment, c'est la force du partenariat qui fait qu'en combinant nos expertises, on peut retrouver le plus rapidement possible ces enfants portés disparus. Donc, il va sans dire que la disparition d'enfants constitue un véritable cauchemar pour les parents, mais aussi une tragédie pour l'ensemble de la population québécoise. Alors, aujourd'hui, je vais vous soumettre 3 pistes de solutions qu'on juge importantes afin de moderniser la police, les techniques, le but de toujours faire avancer nos dossiers. Une activité personnelle d'enfants disparus. Donc, ce serait la création et l'adoption d'une loi sur les personnes disparues. Donc, on reconnaît l'importance du problème des disparitions et de ses effets néfastes sur les familles et les proches. Celles-ci ont demandé aux élus d'améliorer les outils de recherche dont dispose la police lorsqu'on tente de retrouver des personnes dont la disparition n'est pas considérée de nature criminelle.
L'adoption d'une telle loi sur les personnes disparues, accordant aux corps policiers davantage de pouvoir, leur donnerait accès à des renseignements personnels tels que les informations bancaires, les relevés de téléphone cellulaire, l'historique de navigation, dossier médical, entre autres, qui les aiderait à localiser la personne disparue. Les dossiers et les renseignements obtenus par les policiers par le biais d'une telle loi demeurent absolument confidentiels et ne pourraient être divulgués que lors de circonstances exceptionnelles. Notre deuxième point serait de former les premiers répondants. Donc, afin de sensibiliser les premiers répondants à l'impact d'une disparition sur la famille et l'entourage, nous croyons nécessaire de former tous les étudiants du Québec inscrits au programme de technique policière en incluant dans le cursus scolaire un cours obligatoire portant sur cette problématique. Ce cours permettrait, entre autres, de faire connaître aux futurs policiers et policières des ressources telles que le Réseau Enfants Retour et l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues, dont nos expertises, je crois, sont reconnues publiquement et nous jouons déjà un rôle de premier plan dans le soutien offert aux familles affligées. Et lorsqu'ils auront gradué, ces nouveaux policiers et policières vont patrouiller les rues et seront fort probablement les premiers à intervenir suite à un appel d'urgence. Alors, le cas échéant, une telle formation ferait alors une différence capitale. Et nous jugeons également nécessaire que l'École nationale de police mette sur pied une formation continue obligatoire pour les services de police. Et ceci, c'est dans le but qu'on puisse toujours approfondir, bonifier nos compétences, l'expertise et connaître les ressources qui sont disponibles dans notre communauté. Et ma troisième intervention sera sur la proposition d'un fichier unique pour les personnes, l'affichage au Québec des personnes disparues. Donc, je tiens à préciser que présentement, le Centre national des personnes disparues et restes non identifiées de la GRC a mis sur pied il y a 2-3 ans un site web Disparu Canada sur lequel sont affichés des dossiers de disparition enfants et adultes. Cependant, on n'y retrouve pas tous les dossiers de disparition. C'est vraiment à la discrétion de l'enquêteur en charge de l'enquête de disparition qui peut demander ou de soumettre le profil de l'enfant ou de la personne portée disparue. Donc, on juge de ce site, au lieu d'en créer un autre et d'investir des sous, alors c'est de mieux se servir de ce site en le faisant leur référence au niveau des disparitions, un lieu qui est déjà consulté par des corps de police, les coroners et les légistes, et ça permettrait aussi au public, lorsqu'on pense avoir aperçu ou détenir des informations, d'aller sur ce site et de signaler en toute confidentialité les informations que nous pouvons posséder, toujours dans le but qu'on puisse donner un dénouement à une famille. Donc, je crois honnêtement qu'une fois qu'on mettrait en œuvre ces initiatives, ces ressources pourraient apporter aux corps policiers locaux un soutien pertinent et efficace et pourraient procurer aux familles tragiquement éprouvées un certain apaisement. Donc, je vous remercie pour votre attention et pour votre considération. Et merci beaucoup. Merci, Mme Arcamonet. On va procéder à la période de questions, d'échanges, en fait, sur votre proposition. Alors, je regarde mes collègues. Est-ce que quelqu'un veut se lancer à ce moment-ci? Je m'excuse. Oui. Voulez-vous que je fasse la présentation, puis ensuite, il y aura des questions globales? Oui, allez-y. Je suis désolé, Mme Roy, là, je pense que... allez-y. Ah, c'est correct. Mais moi aussi, je vous remercie là, de nous recevoir aujourd'hui et merci à Pina Arcamon de m'accompagner. C'est important pour nous d'être là. Je suis la directrice générale de l'Association des familles de personnes assassinées ou disparues. On accompagne des centaines de personnes
qui ont vécu un homicide ou la disparition d'un proche. On essaie de les accompagner, de les référer, de briser leur isolement. Mais la disparition demeure le drame le plus cruel parce que imaginez aujourd'hui qu'un de vos proches disparaît et que vous n'avez aucune nouvelle. Le désespoir, l'espoir, l'attente demeurent insoutenables pour ces familles. Nous avons donc une vision claire de ce qui devrait être fait pour aider ces familles. Pina Arcamon vous a fait un bon portrait et sachez que nous sommes les organismes qui les accompagnent dans leurs demandes. Ces familles essaient de mettre tous leurs efforts à retrouver leurs disparus. Nous souhaitons donc, ce qui est très important pour nous, c'est la mise sur pied d'une escouade spécialisée ou une escouade mixte avec les corps policiers importants qui seraient dans l'obligation de travailler en collaboration et non seulement à leur discrétion ou lorsque les dossiers les dépassent. Les premières heures sont cruciales et les recherches, les niveaux de compétences doivent être élevés et la seule façon, c'est d'en être spécialisé. Nous sommes témoins de trop d'hésitations à recourir à la Sûreté du Québec, principalement dans les communautés autochtones. La proximité des communautés et des policiers autochtones font souvent en sorte que la divulgation est difficile, voire impossible, mais également sur d'autres territoires. Demandez à la famille Blais, la famille Kouakou, ou demandez même à la famille de Marilyn Bergeron. Ils vous ont déposé aussi un mémoire sur toutes leurs recherches. Des heures précieuses ont été perdues. Des techniques ou accessibilité aux méthodes sont absentes. Il faut agir rapidement. Je vous mets au défi maintenant d'essayer de trouver votre disparu dans toutes les banques de photos qui existent dans les différents corps policiers. C'est presque impossible. Des technologies sont disponibles et il faut s'en prévaloir. De la formation, comme disait Mme Arcamon, une escouade de disparition, un guichet unique pour que ces familles ne soient pas complètement perdues dans tous les systèmes qui existent. Il faut s'inspirer aussi de ce qui se passe ailleurs, de ce qui est fait ailleurs. Consultez NamUs aux États-Unis. C'est un logiciel qui regroupe les dossiers de disparition. Pourquoi ici, on n'a pas ça? Je vous remercie de ce temps précieux et sachez que la vision de partenariat et la mise en commun d'expertise doit nécessairement passer par l'inclusion de nos organismes au sein même des recherches. Nous devons travailler ensemble, nous devons investir dans les dossiers de disparition. Une disparition fait plusieurs victimes et malheureusement, ces familles ne sont pas reconnues, ne sont pas indemnisées par les mesures à l'IVAC. L'appauvrissement, la dépression et l'isolement sont monnaie courante. Nous devons les soutenir et trouver des solutions efficaces. Merci. Merci beaucoup, Mme Roy. Et désolé encore d'avoir de m'être inséré entre les deux présentations. Alors, c'est clair, les deux présentations. On va procéder à la période d'échange. On va commencer avec M. Louis Côté. C'est à vous la parole, M. Côté. Bonjour. On partage votre sensibilité par rapport à ça parce que nous sommes tous et toutes des parents, à peu de choses près. Écoutez, je vois que vous faites une différence entre une disparition sans connotation criminelle et une disparition, une fugue, disons, qui se prolonge 5 ans, 10 ans, 20 ans. Okay, bon. La loi, est-ce que présentement, lorsque c'est une disparition concernant qu'il y a un lien avec une forme de criminalité, ça va? Est-ce que vous êtes satisfaite des services que les gens ont, mis à part guichet unique, ces choses-là? Ou bien c'est les deux, celles qui sont plutôt une disparition comme voulu? Un jeune de 16 ans qui est à la maison, puis on ne le revoit plus, puis 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, quelqu'un le rencontre comme adulte ailleurs. Bon. C'est lequel des deux qui demande le plus de correction selon vous? Parce que quand vous parlez d'une personne disparue, est-ce que ça va toucher en même temps celle qui a une plainte criminelle déposée ou bien uniquement celle qui n'a pas de plainte criminelle déposée? Votre micro, Mme Arcamon.
On ne vous entend pas. Votre micro est fermé. Oui. Bon, c'est une très bonne... Oui, excusez. C'est une très bonne question. Donc, je peux parler au niveau des enfants. Alors, évidemment, si c'est une disparition criminelle, on est déjà doté du programme de l'alerte Amber ou alors, c'est vraiment un outil précieux qui permet au corps de police de réagir rapidement. Il y a plusieurs partenaires qui diffusent les informations sur l'enfant disparu et le ravisseur, ainsi que si on tels que le véhicule, les déplacements, etc. Lorsqu'il s'agit d'une fugue, je crois que de plus en plus, c'est pris au sérieux ici au Québec. Il y avait une tendance, je vous dirais, où on banalisait les fugues parce que la grande majorité des disparitions qui sont signalées au corps de police, ce sont des en fugue, donc des jeunes entre 12 à 17 ans. Mais aujourd'hui, la problématique de la fugue, elle est vraiment importante et que nos statistiques démontrent aussi qu'un jeune fugueur sur 3 devient victime d'exploitation sexuelle. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait à ce niveau. C'est lorsque la disparition est considérée non criminelle et que l'enfant disparaît, comme par exemple, je vais vous donner l'exemple de David Fortin, porté disparu d'Allemand depuis 2008. Alors, il avait 14 ans, ce jeune garçon. On pensait en tout début qu'il était en fugue. 11 ans plus tard, nous ne savons pas ce qui s'est passé, mais même les corps de police, sans mandat, ne pouvaient pas aller chercher des informations. Combien de fois nous avons reçu des signalements de jeunes qui ressemblaient à David, portaient peut-être le nom de David, et qu'il était impossible pour les corps de police d'avoir accès à des informations personnelles. Et Mme Roy pourrait plus vous en parler au niveau des adultes. Ça devient encore plus difficile dans les cas d'adultes que nous ne savons pas est-ce que c'est vraiment un départ volontaire ou est-ce que cette personne est en détresse et a mal tourné par la suite. Il se peut que la personne en fugue a été victime peut-être d'un homicide, mais les policiers ne possèdent pas d'éléments dans ce sens. Donc, une loi sur les personnes disparues pourrait faire une différence, comme le guichet unique pourrait faire, et une escouade un peu plus spécialisée où il y aurait un partage d'informations, de connaissances. C'était justement ce jeune garçon que je pensais quand j'ai posé ma question. Là. Ça va, M. Côté. Madame Gibault, c'est à vous. Oui, bon, à vous deux. Vous parlez de... Moi, c'est beaucoup plus une précision. Je suis un petit peu... Vous avez parlé qu'il y a il y a un fichier qui existe à la gendarmerie, mais il n'y en a pas au Québec? Non, chaque corps de police maintient son propre site web et vous voyez, vous venez de valider une perception que le public en général possède. On croit que la Sûreté du Québec maintient tous les fichiers et ce n'est vraiment pas le cas. Donc, et il y a même des corps de police qui n'affichent même pas sur leur site web. Donc, on doit faciliter cette recherche, autant pour les corps de police, pour aussi le public qui est mis en position lorsqu'on recherche des informations. Est-ce qu'on sait pourquoi? Excusez. Est-ce qu'on sait pourquoi? Madame Gibault, Madame Roy voulait bonifier la réponse de Madame Arcamonet. Allez-y, Madame Roy. C'est ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir une idée approximative du nombre de personnes disparues. Parce qu'il faut presque faire des additions dans tous les corps policiers qui ont chacun leur banque de photos. Donc, c'est pour ça qu'on parle de guichet unique, qu'on parle de centraliser l'information, parce que sinon, il faut y aller en additionnant, en faisant des recherches soi-même. C'est presque impossible. Donc, d'avoir un chiffre précis, de demander à la Sûreté du Québec ou la GRC, combien y a-t-il de disparitions à ce jour, aujourd'hui, on n'est pas capable de répondre à ça. Donc, je pense que c'est un outil qu'on devrait se doter, comme aux États-Unis, que ça s'appelle, où les gens peuvent bonifier, où les corps policiers, et il y a des pas des matchs, mais il y a des,
des façons de faire où on retrouve des ossements, où on retrouve des personnes disparues, le signalement. Fait que donc, c'est facilitant. Puis on se demande pourquoi ça n'existe pas encore aujourd'hui. C'est un mystère. Est-ce que la question, en complémentaire, est-ce que la question a été posée directement et puis qu'on vous a mis non, la loi en vertu de ça, mais non, c'est ci, non, on ne peut pas à cause de ça, ou c'est juste... C'est parce que la disparition appartient au territoire où ça se passe. Donc, si on disparaît à Ville-de-Mont-Tremblant, ça va être les policiers de Ville-de-Mont-Tremblant. Si on disparaît dans un territoire de la Sûreté du Québec, ça appartient à la Sûreté du Québec. Et si, de façon discrétionnaire, un corps de police demande l'aide de la Sûreté du Québec, c'est à ce moment-là qu'ils travaillent en collaboration. Mais les banques de photos sont un peu partout. Oui, il y a de l'ADN, il y a des banques d'ADN, mais ce n'est pas centralisé, c'est discrétionnaire. Ce qu'on veut, c'est de mettre une obligation de travailler en partenariat, autant avec tous les corps policiers, mais de travailler en partenariat avec nos organismes. Ça va, Monsieur Matt, c'est à vous. Bon, ça va aller mieux avec le micro. Hein? Je pense que tout le monde est de bonne volonté. Il s'agit de trouver les outils. Et la problématique des personnes disparues adultes qui ont décidé de quitter sans laisser de traces, c'est toute la difficulté de pouvoir avoir l'information sur leur déplacement. Eux autres ne consentent sûrement pas à ce qu'on puisse les retracer. Et la famille veut les retrouver quand même. Donc, établir les critères, c'est vraiment pas évident. Et pour donner les pouvoirs aux policiers d'aller fouiller dans les banques de données, téléphones cellulaires et autres. Je ne sais pas si vous avez des pistes de solutions là-dessus. C'est déjà des critères qui ont été mis de l'avant. Si je peux me permettre de répondre. Oui, oui, donc il y a présentement 7 provinces à travers le Canada qui se sont dotées d'une telle loi incluant les territoires. Donc, oui, on respecte la décision. Si un adulte décide de quitter de façon vraiment volontaire, ce que nous demandons plutôt, c'est qu'on puisse localiser, que les policiers puissent localiser cette personne. Si cette personne ne désire pas rentrer en contact avec ses proches, le dossier est fermé. Les policiers peuvent retourner voir la famille pour dire « Nous avons localisé tout ce que les familles veulent, c'est le dénouement, de savoir que leur enfant, leur sœur, leur frère est toujours en vie, pour l'instant ne souhaite pas avoir de contact. Donc, au moins, la famille n'aura plus de lourdeur. Et les policiers ne seraient pas obligés d'identifier où on a trouvé la personne. Par exemple, cette information devrait être protégée pour protéger la vie privée d'une personne qui souhaite vraiment ne pas être retrouvée. Ah oui, merci. Il y a 7 provinces, vous dites que cette loi-là existe? Dans 7 provinces canadiennes? Oui. Oui, il y a dans 7 provinces canadiennes, la première province à se doter de cette loi, qui est le Bill 8, a été en Alberta. Alors, oui. Merci. Ça va, M. Matt. Moi, j'aurais une question. Madame Roy, vous avez parlé des minutes, des premiers instants critiques pour pouvoir partager l'information ou enclencher le processus. C'est à géométrie variable, c'est ce que je comprends d'un corps de police à un autre. C'est attribuable, quoi, c'est le leadership, la sensibilité de la direction, ou bien comment on peut expliquer ça, Bien, malheureusement, moins on en fait des dossiers de disparition, moins on développe des compétences. Donc, les gros corps policiers, que ce soit Montréal de niveau plus élevé ou Québec, en font davantage que des petits corps de police. Mais souvent, des corps, exemple, de police autochtones vont vouloir conserver leur expertise, mais malheureusement, ils n'en font pas assez. C'est pour ça qu'on veut que ces gens-là travaillent en collaboration. Et souvent, ce qu'on a vu, c'est que l'histoire se répète malheureusement de famille en famille, où les premières heures, les policiers pensent avoir les aptitudes ou les connaissances ou l'expertise pour travailler sur le dossier et réalisent très vite qu'ils sont dépassés ou qu'ils ont besoin d'aide, mais malheureusement, les premières heures ne se refont pas. Donc, il y a des informations qui ne sont plus disponibles.
OK, donc le réflexe, là, oui, Le madame. réflexe qui est aiguisé par le nombre de dossiers aussi qu'on utilise, et il y a certains corps de police qui ont beaucoup plus d'outils disponibles ou d'informations, ou même d'hélicoptères. Madame Arcamon, vous vouliez ajouter? Oui, je voulais rajouter qu'on a des statistiques à l'appui de l'importance des premières heures. Souvent, c'est dans des dossiers criminels qui impliquent de jeunes enfants. Alors, il y a des statistiques qui démontrent l'importance des 3 premières heures lorsqu'un enfant est enlevé, de pouvoir, l'importance d'agir de façon coordonnée et efficace pour retrouver l'enfant disparu le plus rapidement possible et le retrouver en vie. Donc, c'est ça, il y a des statistiques à l'appui qui parlent de l'importance de ces premiers moments, de ne pas perdre la trace des enfants. Donc, à cela s'ajoute aussi l'importance et la rapidité pour les parents de signaler aussi la disparition de leur enfant. Donc, le plus rapidement, les policiers possèdent ces informations. Il y a aussi des questionnaires qui sont établis qui aident les policiers à déterminer en quelques questions et en faisant des vérifications assez rapidement si l'alerte Amber, on juge qu'on doit la déclencher. Et comme je le disais, c'est vraiment important de pouvoir retrouver ces enfants rapidement. Alors, il y a matière d'agir rapidement. On le voit trop souvent dans des dossiers même où on a jugé que l'enfant était en fugue et on se rend compte 3 jours plus tard que l'enfant a été enlevé et la Sûreté du Québec a été demandée en renfort, mais 3 jours plus tard pour trouver une fillette de 9 ans, c'est inacceptable en 2020. Merci. Madame Jennings. Oui, j'aimerais que vous nous discutiez ou parlez de l'IVAC. Parce que ce que j'ai compris, c'est que la vaste majorité des parents de personnes et enfants disparus n'ont pas accès. Non, oui. Si l'enquête policière a démontré qu'il y a un lien criminel qui pourrait être à l'origine de la disparition, est-ce qu'à ce moment-là, les parents auront, ou la famille, les membres de la famille auront accès? Est-ce qu'ils seront à ce moment-là admissibles à l'IVAC? Et si dans tous les cas, c'est non, est-ce que vous avez des recommandations spécifiques sur l'élargissement de l'IVAC et les critères pour justement l'élargir? Si je peux me permettre, les critères de l'IVAC, la loi doit être revue très prochainement et je pense qu'il faut inclure les parents ou les proches qui vivent une disparition, parce que vous comprenez que dans les premiers jours, ces gens-là vont quitter leur emploi, vont se rendre disponibles pour les médias, pour les recherches. Donc, il y a un appauvrissement. Et si c'est déclaré qu'il y a un acte criminel, donc ce n'est plus une disparition, souvent ça devient un dossier non résolu. Il peut y avoir une demande qui est faite à l'IVAC, mais ils ne seront pas admissibles, malheureusement, à être indemnisés. Ils ne seront pas reconnus comme des victimes. Et c'est ce qu'on veut démontrer lorsqu'il y aura commission parlementaire là, pour le nouveau projet de loi de l'IVAC. Il y a un programme au fédéral qui existe, qui peut indemniser les parents, mais les critères sont tellement serrés, c'est tellement difficile parce qu'il ne faut pas avoir reçu autre revenu que ces revenus-là, et c'est comme pour pallier, c'est un peu comme une assurance-emploi qui est donnée aux parents d'enfants disparus, aux parents d'enfants victimes d'homicide. Donc, mais au niveau provincial, au niveau de l'indemnisation, au niveau de la réparation des dommages, non, malheureusement, l'IVAC ne les aide pas, ne leur octroie pas non plus des séances d'aide psychologique qui sont essentielles à la poursuite
de leur vie. C'est extrêmement difficile ce qu'elles peuvent vivre. Fait qu'en plus, elles se font dire qu'elles ne sont pas des victimes. Madame Jennings. Oui, merci. Une complémentaire. Croyez-vous que l'élargissement ou la modernisation de l'IVAC devrait comporter plus qu'un volet? Qu'il y a le volet qui existe déjà pour les victimes d'actes criminels, c'est bien rodé, etc. Mais un autre volet pour les familles et les proches de personnes disparues. Si la loi concernant les renseignements personnels sera élargie, comme vous avez recommandé, où les policiers auront accès aux renseignements personnels, bancaires, etc., médicaux. Dans le cas d'une personne ou un enfant disparu, on peut espérer que ça va permettre à résoudre beaucoup plus de cas plus rapidement. Dans ce cas-là, une fois que la police est en mesure, avec ces informations, de dire on a toutes ces informations et malheureusement, on n'a pas pu localiser la personne, que ce sera à ce moment-là que les familles proches seront admissibles, ou vous croyez que dès une disparition, ils devraient être accessibles au moins à certains traitements comme thérapie, etc.? Bien, c'est une loi réparatrice. Donc, c'est une loi qui devrait réparer les dommages, qui devrait faire en sorte de soutenir, de donner un filet de sécurité à ces familles-là. Donc, nous, on milite à l'AFPAD pour que les proches de victimes soient reconnus comme des victimes et qu'elles aient droit aux bénéfices de la loi de l'IVAC. Donc, oui, ces familles-là, dans les premières heures, ont besoin de soutien psychologique, ne doivent pas s'appauvrir et ça ne devrait pas être des organismes comme nous, nos fonds d'urgence, qui donnent de l'aide psychologique. Ça devrait être cette loi-là. Et ensuite, de les soutenir dans leur victimisation, parce qu'une disparition ou un homicide, ça crée plusieurs victimes et des victimes directes, à notre avis. Il faut arrêter de les mettre dans une case de proches parce qu'en ce moment, il est plus facile d'être indemnisé si on se fait voler notre sac à main que si on perd son enfant par homicide ou par disparition ou un proche. Donc, il faut soutenir ces gens-là parce que sinon, de toute façon, c'est le système de santé qui va payer pour ces gens-là, qui vont être plus lourdement affectés. Et qui vont avoir besoin de soins psychologiques et qui vont être sur une liste d'attente durant des années dans un CLSC, ça, pour moi, c'est une société qui ne se respecte pas. Donc, il faut soutenir ces personnes-là qui n'ont pas choisi ce qui leur arrive, qui n'étaient pas préparées, puis qui ne se sont pas mis un petit REER de côté pour dire, bien, au cas où, si j'ai un enfant qui disparaît ou si j'ai un proche qui disparaît. Ces gens-là mettent leur vie sur pause durant plusieurs années. Donc, il faut les aider, il faut les soutenir convenablement. Merci. Monsieur Côté. Merci beaucoup. Vous avez répondu tantôt à ma question en ce qui a trait aux problématiques en territoire autochtone. Tantôt, vous avez expliqué la problématique. Donc, ma question est répondue. C'est bon. Merci, Monsieur Matt. Votre micro, Monsieur Matt. Ça va aller mieux comme ça. Il existe déjà un système qui s'appelle SALDAC, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, qui est administré au Québec par la Sûreté du Québec, mais dont les données sont toutes versées dans une banque à la GRC, qui est pan-canadienne. C'est un système d'analyse des crimes de violence. Bon, je pense qu'une piste de solution pourrait peut-être être que les signalements de personnes disparues passent par une piste à peu près semblable. C'est une déclaration obligatoire pour les corps de police. Ils ont un formulaire à remplir qui est saisi par la Sûreté du Québec et ça devient une banque nationale canadienne par la suite. Là. Ça pourrait peut-être être une piste de solution, je pense, pour les personnes disparues. Hein. Puis, je tenais une réflexion, là, j'ai pas... Mais il faudrait peut-être penser aussi à inclure nos organismes qui travaillent quotidiennement avec ces personnes-là et les services policiers. C'était un peu ça notre message aujourd'hui parce que souvent,
on est oublié dans les premières heures. Pina peut sûrement rajouter des choses là-dessus. Puis on se dit, bien, la confidentialité des informations, nous aussi, on peut la respecter. On peut travailler en collaboration puis aider davantage de familles tout en travaillant en collaboration puis en respectant la confidentialité des informations. D'accord. En complément, si vous permettez, oui, allez-y. À donner un signalement au corps de police, ce que vous souhaitez, je comprends bien, c'est que les corps de policiers vous contactent et vous pourriez être en support aux familles par la suite. C'est-tu quelque chose dans ce style-là? Pina, je vais... Oui, bien, je peux répondre à cette question. Normalement, en tout cas, pour le réseau en retour, on ne se substitue pas au corps de police. Donc, on ne mène pas les enquêtes sur le terrain. On fait vraiment l'accompagnement et on est en support au corps de police. Donc, s'il faut diffuser des photos d'enfants disparus, par exemple, partenaires en particulier, parce qu'on a aussi bâti un vaste réseau de partenaires qui nous donnent un coup de main. Alors, je pense qu'en tant qu'organisme, on n'a pas besoin de connaître les signalements. Notre but, c'est d'accompagner, d'encadrer les familles dès le début de disparition. Alors, parce qu'une famille, il n'y a personne qui s'attend à vivre ce genre de drame. Donc, si nous appeler en renfort tout de suite, on peut automatiquement encadrer la famille, leur expliquer un peu les procédures de l'enquête, les informations qu'on veut aller chercher, par exemple, leur donner des petites tâches à faire parce que c'est difficile pour des parents de rester à la maison inactifs pendant que leur enfant est porté disparu. S'il y a raison d'embarquer les médias, on les encadre aussi. Comment donner des entrevues? Quelle est l'information qu'on doit donner? Et c'est d'éviter se retrouve toute seule pendant des jours de temps à essayer de naviguer à travers ce brouillard et tomber peut-être par hasard sur un organisme tel que le nôtre ou celui de l'AFPAD. Alors, je pense que, comme Nancy disait, c'est notre message aujourd'hui. Nous sommes des ressources précieuses. On maintient, en tout cas pour l'enfant, on maintient la confidentialité depuis 35 ans. On ne serait pas des partenaires de première ligne de l'alerte Amber si les policiers ne nous faisaient pas confiance. Et on est reconnu aussi par la GRC, par leur programme du Centre national des personnes disparues et restent non identifiées. Donc, pendant qu'on s'occupe de la famille, les parents, les policiers, je veux dire, peuvent vraiment enquêter. Je vais vous dire que mon équipe et moi, des fois, nous passons 2 à 3 heures avec un membre de la famille, même des années plus tard. Un policier ne peut pas passer, un enquêteur ne peut pas donner 2 à 3 heures de son temps parce que s'il s'assoit avec un parent pendant tout ce temps, il ne peut pas enquêter la disparition. Donc, permettez-nous de vraiment soutenir, accompagner les parents, faire l'intervention de crise, les référer ailleurs et laissons les policiers faire leur travail, leur donner les outils nécessaires et à jour pour pouvoir vraiment effectuer leur travail et retrouver l'enfant ou la personne disparue. Bon, le message est bien reçu, mesdames. Merci beaucoup parce que le temps a filé, c'est tout le temps qu'on a. Merci beaucoup pour d'abord votre mémoire. Merci pour la qualité des échanges aussi. Ça va nous permettre, nous, de cheminer à travers tout ça. Alors, merci pour votre contribution. C'est réellement apprécié. Merci. Merci beaucoup pour votre travail. Merci. 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 Au revoir. Bonne journée. Bye. Bonne chance aussi. Bonne journée.